Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 35 qui s'étale du 26 août au 1er septembre. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Qu'est-ce que j'aime ce petit jingle. Enfin bref. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le sommaire de cet épisode. Nous aurons les articles de la semaine, les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Débutons nos articles de la semaine avec un peu de sécurité. Entre avril et juillet 2024, Microsoft a observé une série d'attaques cybernétiques menées par Pitch Sandstorm, un groupe de pirates soutenu par l'État iranien contre des secteurs stratégiques tels que les satellites, les communications, le pétrole et le gaz, ainsi que des gouvernements aux États-Unis et aux Émirats arabes unis. Pitch Sandstorm utilise une nouvelle porte dérobée multi-étapes appelée Tickler pour accéder et exfiltrer des informations sensibles. Vous vous en doutez, leur objectif principal est la collecte de renseignements pour servir les intérêts de l'État iranien, notamment par le biais de campagnes de pulvérisation de mots de passe et d'ingénierie sociale via LinkedIn. Essayons de voir ensemble les différentes techniques employées par Pitch Sandstorm. Tout d'abord la première, la pulvérisation de mots de passe. Cette technique consiste à essayer un petit nombre de mots de passe couramment utilisés sur de nombreux comptes afin de minimiser les risques de détection. Par exemple, ils ont mené des attaques ciblant des secteurs comme la défense et l'éducation aux États-Unis et en Australie. Ils utilisent un agent utilisateur spécifique GoHTTP Client pour ces attaques. Ensuite, l'ingénierie sociale via LinkedIn. Pitch Sandstorm a créé de faux profils LinkedIn se faisant passer pour des étudiants ou des recruteurs pour recueillir des informations sur des individus et des organisations dans les secteurs de l'enseignement supérieur, des satellites et de la défense. Continuons avec l'utilisation de ressources Azure compromises. Le groupe a exploité des comptes Azure compromis pour créer des infrastructures utilisées dans leurs opérations de commande et de contrôle. Ils ont également créé des abonnements frauduleux Azure pour étendre leurs infrastructures. Et enfin, le déploiement de logiciels malveillants. Tickler, leur malware multi-étape, a été distribué dans des fichiers d'archives contenant des documents PDF factices pour tromper les cibles. Une fois exécuté, Tickler collecte ces informations sur le réseau de la victime et les envoie à un serveur de commande. On ne parle pas ici de ransomware, ce qui est déjà une bonne chose, mais la finalité est la même, c'est que les pirates auront quand même récupéré les données. Alors maintenant que nous avons évoqué les différentes techniques, évoquons les mesures de protection recommandées. Débutons avec le renforcement de la sécurité des comptes utilisateurs. Il est fortement recommandé d'utiliser l'authentification multifacteur pour tous les comptes et surveiller les tentatives de connexion. C'est justement sur ce quoi travaille Microsoft actuellement, avec la mise en place obligatoire du MFA sur Azure, notamment, que nous avons évoqué la semaine dernière. Il faut aussi éduquer les utilisateurs. Former les employés à reconnaître les tentatives de phishing et les approches d'ingénierie sociable sur des plateformes comme LinkedIn est primordial. N'oubliez pas que souvent, la première porte d'entrée pour les pirates est l'être humain. Et évidemment, une surveillance continue et une réponse rapide en cas de problème. Il ne faut pas hésiter à mettre en place des outils de surveillance et de réponse aux incidents pour détecter et bloquer rapidement les activités suspectes telles que Microsoft Defender ou Sentinel. Ce n'est évidemment que du bon sens pour la plupart d'entre nous,
mais la surveillance proactive et la mise en œuvre de bonnes pratiques de sécurité sont essentielles pour se protéger contre des attaques sophistiquées comme celle menée par Peach Sandstorm. Enchaînons avec un nouvel article. Microsoft Incident Response a récemment publié une série de blogs pour expliquer comment ils identifient et répondent aux cybermenaces avant et après une compromission. Ce dernier chapitre se concentre sur l'utilisation de 3 types de renseignements sur les menaces: le renseignement stratégique, le renseignement opérationnel et le renseignement tactique. Et ces différents types de renseignements aident les organisations à se préparer à répondre aux incidents de cybersécurité. Tentons de résumer ces 3 types de renseignements. Le premier, les renseignements stratégiques. Les renseignements stratégiques fournissent une vue d'ensemble du paysage global des cybermenaces. Ils aident les organisations à comprendre qui sont les attaquants potentiels et quelles sont leurs motivations. Par exemple, une organisation du secteur de la santé doit être particulièrement vigilante face aux attaques par ransomware, car les données sensibles qu'elle détient sont souvent ciblées par des cybercriminels. De même, les agences gouvernementales doivent se préparer à des menaces d'espionnage orchestrées par des États-nations. L'objectif est ainsi de prioriser les ressources pour se défendre contre les menaces les plus probables. Vient en deuxième les renseignements opérationnels. À ce niveau, l'accent est mis sur la visibilité et la compréhension de l'environnement numérique de l'organisation. Cela inclut la surveillance des réseaux internes, des services cloud, des logiciels utilisés et de la chaîne d'approvisionnement pour identifier les points faibles potentiels. Par exemple, une organisation doit savoir où se trouvent ses systèmes critiques et quel chemin pourrait être utilisé par des attaquants pour se déplacer latéralement à travers son réseau. Une analyse proactive permet de définir ce qui est normal dans le comportement du système, facilitant ainsi la détection d'anomalies qui pourraient indiquer une compromission. Et enfin, les renseignements tactiques. Les renseignements tactiques sont utilisés pour réagir directement à une cyberattaque en cours. Ils se concentrent sur l'identification des indicateurs de compromission, tels que des adresses IP malveillantes, des domaines suspects ou encore des fichiers infectés. Par exemple, si une attaque est en cours et qu'un domaine malveillant est identifié, les équipes de sécurité peuvent immédiatement bloquer ce domaine et chercher d'autres activités liées dans le système. Cette réponse rapide est essentielle pour minimiser les dommages et contenir l'incident. D'ailleurs, les renseignements sur les menaces ne sont pas seulement destinés à réagir aux attaques, mais aussi à améliorer continuellement la posture de sécurité de votre entreprise. Une approche itérative est recommandée. En effet, les équipes de sécurité doivent utiliser les renseignements stratégiques pour formuler les hypothèses de recherche, tester leurs environnements avec des renseignements opérationnels et affiner leur détection et réponse avec des renseignements tactiques. Par exemple, après avoir détecté une tentative d'intrusion, une équipe pourrait utiliser les renseignements tactiques pour analyser les traces laissées par l'attaquant et ajuster ses défenses en conséquence. En bref, en combinant ces 3 types de renseignements sur les menaces, les organisations peuvent non seulement répondre plus efficacement aux cyberattaques, mais aussi anticiper et prévenir les menaces potentielles. Alors pour ceux qui nous découvrent et qui n'ont jamais entendu parler d'IA, de quelle planète êtes-vous? Bon, pour faire simple, l'IA, appelée aussi intelligence artificielle générative, permet de créer du texte, des images ou même de l'audio et surtout, elle devient de plus en plus présente dans nos vies. Cependant, son utilisation n'est pas sans risque. C'est pour cela que depuis le début, Microsoft s'engage à garantir que ses systèmes d'IA soient sûrs et fiables. Cela inclut la transparence sur les capacités et les limites des modèles d'IA, ainsi que des efforts continus pour identifier et atténuer les risques potentiels. Les grands modèles de langage, également connus via le trigramme LLM, et qui sont au cœur de nombreuses applications d'IA, peuvent être manipulés à des fins malveillantes. En effet, des personnes mal intentionnées pourraient essayer de contourner les protections mises en place pour que l'IA effectue des actions non autorisées
comme fournir des instructions pour des activités illégales. Cela peut se produire via des jailbreaks où l'IA est amenée à sortir de son cadre d'utilisation sécurité. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques mois, lorsque ChatGPT est sorti, il y avait eu quelques règles qui avaient été mises en place par OpenAI pour justement limiter un petit peu les réponses que pouvait fournir ChatGPT pour éviter justement, alors je pense à la création de bombes ou de choses de ce type-là. Alors, en termes d'attaque contre l'IA, il existe deux principales méthodes par lesquelles les systèmes d'IA peuvent être attaqués. La première, les invites malveillantes au travers d'injections d'invites utilisateurs ou directs appelées UPIA. Cela se produit lorsque quelqu'un essaie de contourner les mesures de sécurité en soumettant des instructions cachées qui semblent inoffensives, mais qui sont en fait conçues pour tromper l'IA. Avec un exemple, ce sera plus parlant. Un utilisateur pourrait soumettre une question apparemment innocente, mais qui contient des instructions cachées incitant l'IA à exécuter une commande nuisible. La seconde méthode est appelée contenu empoisonné via une injection croisée ou indirecte appelée XPIA. Ici, l'attaque se produit lorsque l'IA traite du contenu provenant de sources externes qui contient des instructions malveillantes. Un email contenant une instruction malveillante déguisée en texte normal pourrait amener l'IA à exfiltrer des données confidentielles. Alors, pour se défendre contre ces menaces, Microsoft a développé des techniques spécifiques comme le Spoit Lighting. C'est une méthode pour distinguer clairement les données externes des instructions internes, réduisant le risque que des données malveillantes soient interprétées comme des commandes. Un autre système de défense est le crescendo. C'est une technique qui détecte et bloque les tentatives d'attaque progressive contre l'IA, où l'attaquant essaie d'amener l'IA à exécuter des actions malveillantes étape par étape. Microsoft partage ainsi ses recherches sur ces menaces avec d'autres entreprises pour améliorer la sécurité globale de l'IA. Ils ont également développé un outil open source, Pyrite, qui aide les développeurs à identifier les risques dans leur propre système d'IA. Du coup, en travaillant ensemble et en partageant les connaissances sur les vulnérabilités, il est possible de continuer à améliorer la sécurité des systèmes d'IA et à utiliser ces technologies de manière responsable et sécurisée. Eh bien voilà, nous pouvons maintenant passer aux annonces en JA. La première concerne le service Azure Red Hat OpenShift, pour lequel l'équipe produit annonce la prise en charge jusqu'à 250 nœuds par cluster, alors que jusqu'à présent, vous aviez seulement 62 nœuds qui étaient supportés. Comme vous vous en doutez, cela va permettre une meilleure répartition du trafic réseau et des performances globales améliorées. De plus, l'équipe produit annonce également une optimisation du processus du déploiement pour les clusters de grande taille, y compris des recommandations pour les nœuds d'infrastructure. La version entreprise de Azure Cache for Ready se voit attribuer deux nouveaux types de cache que sont E200 et E400. Alors, comme leur nom le laisse à penser, E200 propose une taille de cache de 200 Go, alors que E400 propose un cache à 400 Go. Eh bien, c'était tout pour les annonces en JA et il n'y aura qu'une annonce en preview. Cette dernière concerne le service API Management qui annonce la prise en charge du Manage Linting. Alors, pour être très honnête avec vous, je ne savais pas ce qu'était le linting il y a encore quelques heures. J'ai donc jeté un œil sur la documentation et de ce que j'en ai compris, le linting est un process d'analyse de votre code source pour en assurer la maintenance. Alors, dans API Management, le linting va examiner les définitions d'API afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux règles que vous aurez, vous, définies au préalable. Bien, écoutez, c'était la seule annonce en preview. Nous pouvons passer aux décommissions. Débutons avec le service Azure HD Inside qui prévoit le retrait au 1er février 2025
de Log Analytics utilisé dans l'expérience Azure Monitor dans HD Insight et qui était jusqu'à présent en preview. À la place, vous êtes encouragé à migrer vers Azure Monitor Agents. On enchaîne avec AKS, où cette fois-ci c'est le retrait de Azure HD Insight sur AKS qui est prévu le 31 janvier 2025. Il faudra ainsi migrer vos charges de travail vers Microsoft Fabric ou un produit équivalent avant cette date pour éviter d'être impacté par ce retrait. Et enfin, la dernière décommission de cet épisode est pour Azure Resource Manager, pour lequel les protocoles TLS version 1 et version 1.1 ne seront plus pris en charge à partir du 31 octobre 2024. Il faudra donc prévoir une mise à jour vers le protocole TLS 1.2. Notre épisode touche à sa fin, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode évidemment. Je vous souhaite une excellente journée.